On l'appelle pour lui dire « on a un rein pour vous, il faut venir immédiatement à l'hôpital ». Je suis greffé rénal, je l'ai été 3 fois. Quand j'ai commencé à parler de sport, j'ai entendu dire que j'étais un suicidaire. On a un objectif, on se donne tout pour l'atteindre. Est-ce qu'on a le trac? Oui, juste avant de commencer, au moment où on le fait, il n'y a plus de place à ça. Il faut que chacun d'entre nous se sente concerné par la transplantation d'organes, au sens où chacun d'entre nous doit se sentir concerné par le fait d'être potentiellement un donneur d'organes et potentiellement quelqu'un qui peut sauver 2 patients qui ont besoin d'un rein, mais également quelqu'un qui a besoin d'un cœur, quelqu'un qui a besoin de poumons, ou quelqu'un qui a besoin d'un foie. On a besoin de cette solidarité extraordinaire qui consiste à donner ses organes après sa mort pour qu'ils puissent revivre chez d'autres personnes. Vous avez cliqué sur une vidéo un peu particulière, puisque dans cette vidéo, je vais à la rencontre des gens qui m'ont permis de tourner mon dernier court-métrage, La Course, en lien étroit avec le monde hospitalier. Ce projet, que j'ai mis plus d'1 an à construire, tire son origine d'un poème sur le don d'organes que j'avais écrit pour un concours, et dont j'ai voulu partager le contenu de façon encore plus accessible. J'ai rencontré sur mon chemin un chef de service d'un département de transplantation rénale, un chirurgien thoracique, et bien sûr Olivier Couster, transplanté à plusieurs reprises, passionné de sport et président de l'association Transform. Cette vidéo reprend les idées principales des interviews passionnantes que j'ai faites avec eux sur un sujet trop peu connu et pourtant d'ordre de santé publique. L'intégralité de chaque interview est maintenant disponible sur ma chaîne YouTube. Bon visionnage et bonne découverte. Bonjour professeur Ruchot, merci de nous recevoir. Monsieur Olaf Mercier, merci de nous recevoir. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup de ce petit entretien. Tous les accès qui m'ont permis de tourner aussi dans les hôpitaux. Vous êtes docteur en médecine spécialisé en néphrologie et transplantation rénale. Je suis chirurgien transplanteur de bloc cœur-poumon. Je suis greffé rénal, je l'ai été 3 fois. J'ai fondé l'association Transform, Fédération française des sportifs transplantés et dialysés. En fait, on estime dans la population qu'il existe un très grand nombre de situations dans lesquelles il y a un certain degré de maladie rénale. Les patients les plus sévères peuvent avoir besoin un jour de ce qu'on appelle les traitements de suppléance, lorsque leurs reins ne sont plus du tout capables d'épurer les déchets de l'organisme. À ce stade, les traitements de suppléance, ce sont les séances les dialyses ou bien la transplantation rénale. Il y a 2 situations très différentes. La transplantation rénale avec un donneur vivant, on s'occupe de préparer le donneur, de préparer le receveur pendant plusieurs mois, qui aboutit de façon organisée, prévue à une chirurgie. Mais dans la situation de la transplantation rénale à partir d'un donneur décédé, l'organisation est totalement différente. L'Agence de la biomédecine, l'organisme qui gère les prélèvements d'organes et l'attribution des greffons en France, va nous appeler pour nous dire qu'un greffon est disponible quelque part en France et que l'un de nos patients qui est sur notre liste d'attente serait le candidat pour recevoir ce greffon. C'est le moment précisément où on va appeler notre patient qui est chez lui, qui se sait inscrit sur liste d'attente de transplantation depuis éventuellement des années. On l'appelle pour lui dire « on a un rein pour vous, il faut venir immédiatement à l'hôpital ». Un chronomètre s'enclenche puisqu'on essaie d'être le plus rapide possible pour préparer le patient, éventuellement lui faire une séance de dialyse, lui effectuer les examens préopératoires usuels, avant de l'emmener au bloc opératoire le plus rapidement possible. Lorsqu'on appelle les patients pour se faire transplanter, en fait on leur fait un énorme cadeau où on appelle un patient qui attend depuis éventuellement de longues années d'avoir un greffon et où on va enclencher un processus d'urgence après un coup de fil. On sent bien le poids que ça a pour le patient, donc c'est assez valorisant finalement. Et à ce moment-là, nos collègues chirurgiens interviennent pour réaliser l'intervention chirurgicale. La pression sur le moment, on donne tout. On a un objectif, on se donne tout pour l'atteindre. On a le trac, oui, juste avant de commencer. Au moment où on le fait, il n'y a plus de place à ça. Est-ce qu'avant on est stressé, on y pense? Oui, je pense que c'est comme tout. On essaie de réfléchir à tout, mais sur le moment, tout ça s'évanouit et on n'a pas le choix. On doit tout donner, on doit tout livrer dans la bataille. Et dès la fin de la phase de réveil, le patient revient dans notre service. Il va être vu en consultation, puis on va élargir progressivement le suivi pour que les patients les plus stables finissent par être vus 2 à 3 fois par an en consultation. Okay. Ce sont des patients qui, je le rappelle, avant avaient recours
à la dialyse 3 fois par semaine ou bien à la dialyse péritonéale chaque jour. Et donc ce sont des patients qui ont une qualité de vie qui est incomparable lorsqu'ils arrivent à un stade avancé de la transplantation en termes de liberté par rapport à la lourdeur des traitements qu'ils avaient besoin de recevoir antérieurement. En fait, j'en ai plein la tête d'exemples de belles histoires. Évidemment, j'ai aussi dans la tête des histoires qui ont été des échecs, mais ce qui nous fait avancer, c'est surtout les grandes réussites qu'on a pu voir. Ce qui fait avancer, c'est nos succès, et c'est aussi de se dire que les échecs, on les a analysés et c'est pas pour rien. Ouais, c'est de l'amélioration. Voilà, et que derrière, il faut qu'on propose quelque chose pour que ça n'arrive plus jamais. Et c'est ça, je pense, qui fait que, à force, on avance, et le fait d'avancer, ça rend tranquille. Ça rend serein, parce qu'on sait qu'on fait quelque chose. Alors, c'est pas que moi, hein, c'est toute l'équipe. Ouais. En fait, c'est un travail d'équipe, c'est vraiment un ensemble de personnes. Pas seulement chirurgien, pas seulement médecin, mais c'est vraiment toute l'équipe de A jusqu'à Z, avec un seul but, faire en sorte que le malade aille mieux et puisse respirer normalement. Tout le monde y participe, et c'est comme ça qu'on y arrive. La transplantation rénale, mais c'est le cas aussi pour les autres transplantations d'organes, sont des activités qui nécessitent plusieurs expertises. Et donc, c'est en fait une équipe qui s'occupe de cette intervention-là. Moi, je suis néphrologue, donc je ne suis pas chirurgien. Donc, je vais m'occuper du patient en amont de l'opération. Je vais gérer l'ensemble des éléments d'ordre médicaux avant l'opération. Et puis, je vais récupérer le patient dès la salle de réveil pour m'en occuper ensuite pendant toute sa vie de patient transplanté. Mais je ne suis pas chirurgien. On a besoin aussi de chirurgiens experts dans la chirurgie de transplantation. Pour réaliser de la transplantation, il faut un environnement médical extrêmement complet, très polyvalent, parce que ces patients-là vont faire appel à beaucoup de soins très divers. Je trouve ça beau d'arriver à faire quelque chose ensemble pour sauver une personne. Quand je dis ensemble, c'est le donneur, les équipes, le receveur aussi qui donne tout pour que ça marche, etc. Et je trouve que c'est en cette période où on se regarde, en général, il y a beaucoup une espèce d'ambiance de repli sur soi. C'est un bon exemple de l'inverse total en fait. Et je trouve que c'est beau et ça marche. Et rien n'est plus beau que de voir un patient aller bien alors qu'il était aux portes de la mort pour une maladie qui lui laissait pas de chance en fait. Voilà, et c'est la plus belle des récompenses. J'ai l'habitude de dire merci donneur, merci docteur et merci chercheur. Je me balade tous les jours avec dans la poche ma petite fiole de médicaments et je sais très bien ce que j'ai quoi. Ces médicaments. Ma vie, elle dépend aussi de ça. Elle dépend d'un don, elle dépend d'une prouesse chirurgicale et puis voilà, des personnels soignants et tout ça. Mais elle dépend aussi de ces chercheurs qui ont mis au point des drogues qui me permettent de continuer ma vie, quoi. Il faut qu'on s'améliore, hein. C'est pas tout rose, hein. C'est pas on change les poumons et tout va bien. Hein. Ouais, oui, il y a une continuité. Donc il faut qu'on continue à s'améliorer et c'est ça qui est aussi très stimulant, c'est qu'on a des choses à faire pour faire encore mieux. Donc le projet, le projet sur la transplantation est centré sur 2 problématiques qu'on a aujourd'hui. La première, c'est l'accès à la greffe. Comment faire en sorte qu'on ait plus de possibilités de greffer les patients. Donc ça, c'est préserver mieux les greffons pulmonaires. C'est peut-être pouvoir les réparer. C'est-à-dire ceux qu'on ne peut pas transplanter parce qu'ils sont endommagés. Mais pourquoi on ne trouverait pas des moyens de les prendre quand même et de les réparer, voire peut-être de les optimiser, de les rendre résistants à certaines infections, par exemple. Etc. Donc ça, c'est une voie de recherche, c'est comment je fais pour réparer les poumons, pour les rendre meilleurs, pour pouvoir les transplanter. Donc tous ces greffons qu'on ne transplante pas, il faut savoir que sur 10 donneurs, on est capable de prendre les poumons que sur 3. Donc les 7 qu'on ne prend pas, est-ce qu'à l'avenir, on peut trouver des moyens de les prendre quand même, de les améliorer, de les réparer, de les rendre meilleurs, et de les rendre transplantables et du coup de les utiliser, ce qui de facto limiterait notre carence en greffon. Et donc cette première voie de recherche, c'est d'essayer d'améliorer ça, d'améliorer leur tolérance, de les optimiser,
de les rendre résistants à l'infection, de les réparer. Donc on aimerait limiter le poids des traitements, on aimerait limiter le poids des modalités de surveillance. Donc ça c'est un point de ma recherche. Beaucoup de gens font des recherches là-dessus, on avance. Il y a en fait énormément de développements qui sont tous faits pour essayer d'allonger la durée de vie du greffon en essayant d'être de moins en moins agressif vis-à-vis du patient. Il faut s'occuper des patients qu'on va opérer, s'occuper des patients qu'on a opérés, et puis opérer les patients. Ensuite faire de la recherche et enseigner, puisqu'il faut faire en sorte que le savoir qu'on soit... oui. Lorsqu'on prend de l'âge, on se dit que le plus important c'est de passer le témoin. Et en ce sens, former des jeunes professionnels à notre discipline, en faire eux-mêmes des experts, participer à la formation de jeunes collègues. Le cœur de notre métier, c'est de s'occuper de patients qui sont en grand besoin de médecine spécialisée, de plateaux techniques importants. Il est non seulement important de former des jeunes, mais aussi de préserver notre outil de travail. L'hôpital public est en grande difficulté actuellement. On le sait, on l'entend dans les médias, nous on le vit. Un de nos enjeux essentiels, c'est de ne pas dégrader la qualité des soins pour des patients qui comptent sur nous. Et ils ne comptent pas sur nous pour un soin ponctuel, ils comptent sur nous sur des décennies. On doit faire tout ce que nous pouvons pour délivrer le meilleur soin dans tous les cas où les patients sont en besoin. Et nous, actuellement, notre travail, c'est d'innover, de réfléchir pour délivrer toujours la même qualité de soins à nos patients, alors même que l'environnement devient de plus en plus complexe. D'accord. Il y a l'épée de Damoclès sur la tête. Quand on est transplanté, il y a toujours effectivement les comorbidités des médicaments, il y a la récidive de la maladie, il y a le rejet, donc il y a quand même une menace. Il y a toujours une fenêtre de temps dont on ne sait pas très bien quand est-ce qu'elle va s'arrêter. La greffe, c'est pas une greffe for life, c'est une greffe pendant un moment. Éventuellement, on va être amené à le remettre en dialyse ou éventuellement lui reproposer une deuxième transplantation, voire même une troisième transplantation lorsqu'il s'agit de patients qui ont développé l'insuffisance rénale terminale très tôt dans leur vie. La maladie qui m'a atteint à l'âge de 15 ans a changé tous les projets, donc j'ai essayé de transformer ça. Du moment où j'ai bénéficié d'une première greffe, à l'âge de mes 20 ans, le jour de mon anniversaire, j'ai su que mon destin allait complètement être transformé et que ma vie allait être consacrée à sensibiliser aux dons d'organes, aux enjeux des dons d'organes, de moelle osseuse, de tissus, et également à démontrer que la transplantation c'est une réussite, ça fonctionne et ça permet même de retrouver une activité physique normale. Quelle est l'utilité finalement de faire de la sensibilisation sur ce sujet dans la mesure où depuis la loi de, je crois que c'est 1976, la loi Caillalé, tout le monde est considéré à sa mort comme avoir un consentement présumé s'il n'a pas dit l'inverse de son vivant. Est-ce qu'on peut vraiment faire plus? On a beaucoup plus de patients qui attendent un greffon que de greffons disponibles. Et donc, il s'agit d'une pénurie au sens strict d'organes pour répondre aux besoins de santé de la population. Ces patients-là restent en dialyse donc pendant de longs mois, des années, en attendant qu'un greffon éventuellement leur soit attribué. C'est un enjeu majeur. Il faut évidemment essayer de traiter cette pénurie, et pour traiter cette pénurie, il faut trouver des organes supplémentaires. Trouver des organes supplémentaires, ça veut dire développer la greffe à donneur vivant, d'abord. Ça, c'est un enjeu essentiel. Et pour ça, il faut que les populations soient bien informées de la possibilité de greffe avec donneur vivant. Il y a un certain nombre d'éléments, un certain nombre de leviers pour augmenter cette transplantation rénale avec donneur vivant. Et puis, cette greffe à donneur vivant étant néanmoins minoritaire, dans l'activité globale de transplantation, il faut aussi et beaucoup augmenter le nombre de greffons disponibles issus de donneurs décédés. Il y a des donneurs en mort encéphalique et il y a des donneurs en mort par arrêt cardiaque. Historiquement, le don d'organes provenait de donneurs en mort encéphalique. Donc on a toujours des donneurs en mort encéphalique, ça ne bouge pas. Mais on a rajouté en plus la possibilité de prélever des donneurs décédés après arrêt cardiaque, ce qui, in fine, nous permet d'augmenter le don qui nous fait défaut en réalité. Il faut savoir à peu près qu'en France, on peut transplanter la moitié des patients qui, au niveau du poumon, qui pourraient recevoir un greffon. Donc on est toujours à la recherche de solutions. Comment faire
pour pouvoir offrir au plus grand nombre cette transplantation. Et ça, c'est un enjeu absolument fondamental, puisque même si vous avez effectivement rappelé que la loi française fait de chacun d'entre nous un donneur potentiel, eh bien, bien évidemment, lorsqu'un patient se trouve en situation de mort encéphalique, et qui peut éventuellement être un donneur d'organes, évidemment que les équipes de coordination interrogent les familles pour avoir une information sur ce que pensait cette personne de son vivant. Est-ce qu'elle s'était opposée de son vivant à donner ses organes? C'est ce que dit la loi française. C'est là où on gagne, on perd les dons. Quand la famille est soumise à la tragédie d'un décès, c'est toujours un mort brutal, hein. C'est toujours un décès brutal, c'est de l'AVC, c'est un accident de la route, c'est toujours quelque chose d'inattendu, donc tragique. Oui, on peut pas réfléchir sur le moment. Donc, voilà, si on n'en a pas discuté avant, et que tout d'un coup il y a une équipe de coordination qui vient discuter avec la famille, qui est là devant la personne qui vient de décéder, dans des conditions tragiques, ils n'ont pas le temps d'absorber tout ça, de décanter tout ça. Tout d'un coup, il leur dit, est-ce que vous savez si la personne défunte s'était opposée? C'est ça la question qui m'est posée à la famille, aux proches. Est-ce que c'était opposé au don? Souvent les familles, si elles en ont jamais parlé, en fait, en général. On s'aperçoit dans tous les sondages qui sont faits, le plus récent, c'est 80% des Français soutiennent le don d'organes. Seulement 47% d'entre eux l'ont dit à leur famille, à leurs proches. Et donc là, ça va se résumer à quoi? Il avait dit non. Ouais. Ou il aurait dit oui. Enfin bon, voilà. Et là, dans cette tragédie-là, c'est pour ça qu'on a un taux d'opposition exprimé par les familles. Donc il y a environ 30% des familles qui s'opposent au prélèvement de l'organe de leurs proches. Un tiers, c'est vraiment beaucoup. On ne communique jamais assez pour essayer de réduire ce taux d'opposition et donc augmenter les possibilités d'être traités pour des patients qui en ont vraiment besoin. Puisque le don, c'est vraiment l'essence même de la transplantation. Sans don, on ne peut rien transplanter. Donc c'est un acte important. C'est un acte qui impacte certes le patient, mais qui n'est plus là, donc surtout l'entourage, la famille, qui doivent se faire le relais de sa parole et pas le relais de leur propre parole. Et dans ces moments-là où on perd un proche, c'est difficile. Mais il faut essayer de se mettre à sa place et pas rester à notre place. C'est pour ça que c'est toujours plus facile d'en parler de son vivant, avec ses proches, avec son entourage, en famille, essayer de débattre, essayer de défendre son point de vue, pour que si un jour ça arrive, votre entourage puisse dire oui, c'est ça qu'il aurait aimé. Même si c'est pas votre décision préférée à vous, vous pourrez défendre que c'était la sienne. L'enjeu de solidarité, de fraternité, il n'y a pas une cause plus symbolique de la générosité et de la citoyenneté que le don d'organes. Et donc, et qui peut toucher tout le monde en plus. C'est une cause sociétale, personne n'est prémuni d'un besoin d'organes un jour. Personne n'est prémuni contre une maladie chronique qui peut arriver à n'importe quel moment. Donc ça concerne d'abord potentiellement tout le monde en tant que receveur d'organes, et malheureusement aussi quelques personnes qui peuvent décéder dans des conditions où leurs organes pourraient permettre à d'autres de continuer leur vie. D'avoir fait explicitement d'avoir dit, de s'être pas opposé et d'avoir dit à leurs proches, c'est facile le don d'organes. C'est juste, il n'y a pas de moment pour ça, c'est de dire à ses proches quand on y pense. Mais il faut y penser, de dire voilà, sachez que s'il m'arrive malheur, en tout cas si je décède dans des conditions où on peut prélever mes organes, je suis d'accord, ou je suis contre. Mais quelle que soit la position, il faut la dire. Et c'est ça l'objectif de tout ce qu'on fait, c'est ça. C'est finalement que le grand public prenne position et fasse connaître cette position à ses proches. C'est ça. L'association Transform, non seulement elle donne des ouvertures vers le sport pour des patients transplantés, mais elle utilise aussi beaucoup ce levier et ses valeurs positives pour finalement faire de la communication beaucoup plus large. Finalement, notre métier, c'est d'organiser des événements sportifs. On décline la participation d'une équipe de France transplantée et de dialysés à différents événements dans l'année, où on va soit réservé aux transplantés et aux personnes dialysées, soit ouvert d'ailleurs à tous. La course du cœur par exemple, qui est une course d'entreprise avec des coureurs d'entreprise, ce sont des salariés,
qui font des équipes de 14 coureurs. Au milieu de toutes ces équipes d'entreprise, il y a une équipe de greffés. Donc c'est très ouvert donc à d'autres personnes que les transplantés eux-mêmes. On a transplanté à Marianne-Longue une patiente qui s'est investie dans Transform et qui m'a dit un jour en sortie de en sortie de consultation, je trouve ça dommage que mon hôpital, donc elle parlait de nous, l'hôpital qui m'a transplanté, ne soit pas présent à la course du cœur. Alors je me suis un peu intéressé à la question du coup, mais qu'est-ce que c'est la course du cœur? Je me suis dit, effectivement, c'est totalement évident. En tout cas, ce qui m'a vraiment motivé, c'était cette patiente. Faire quelque chose en faveur du don, comme je vous l'ai décrit, pour nous et pour les malades, c'est très important. Okay. Et puis en plus, ça nous fait du sport. En fait, c'est absolument fantastique. Le cœur est vraiment de sensibiliser les patients transplantés à l'exercice physique et au sport. C'est vraiment, je dirais, une image très très positive véhiculée par l'association, puisque finalement ces patients qui sont des patients qui peuvent se sentir extrêmement fragilisés, diminués par leur longue maladie. Là, on a parlé de transplantation rénale, mais l'association Transform a parmi ses membres des transplantés cardiaques, des transplantés pulmonaires, des transplantés hépatiques, donc des patients qui ont tous une histoire médicale extraordinairement sévère et qui ont finalement, grâce à la transplantation, eu un renouveau dans leur vie qui leur permet souvent de reprendre une activité physique et même parfois à très haut niveau. Et l'association Transform, finalement, encadre, sécurise, encadre et organise des manifestations autour des valeurs positives qui sont véhiculées par le sport et en même temps des valeurs positives véhiculées par les transplantés. Finalement, un magnifique exemple de ce qu'on peut offrir à un patient qui a une maladie longue, qui l'a diminué à un stade où finalement il était vraiment, sa vie était en danger, au sens strict, et où une transplantation lui permet d'entrevoir l'avenir avec une vision beaucoup plus positive. Et finalement, il n'y a pas grand-chose de plus positif que de se remettre à faire du sport et de prendre du plaisir, à partager ses loisirs avec d'autres. La course du cœur, par exemple, qu'on fait chaque année, et non seulement une manifestation sportive, qui est partagée par des patients et des professionnels du monde de la transplantation, mais qui est aussi tout au long de son parcours un moyen de communiquer finalement autour de la manifestation auprès des populations. C'est une association qui, à mes yeux, véhicule beaucoup d'ondes positives autour de nos activités. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as déjà eu l'idée de créer cette association? Moi, j'étais un obsédé du sport, donc j'ai promis d'ailleurs, entre autres, une carrière sportive. Donc en fait, j'avais une sorte de frustration quand même que j'ai changé de projet assez vite, quoi. D'une certaine façon, je suis devenu un entrepreneur dans différents secteurs, mais il y avait quand même cette passion du sport qui était une frustration, etc. Donc je me sentais compétitif, mais il n'y avait pas vraiment d'outils en France pour faire quelque chose avec les transplantés et le sport. Donc et même, moi je me suis entendu dire par mon médecin quand j'ai commencé à parler de sport, le squash, le badminton, c'est des efforts quand même très intenses, le football, je me suis entendu dire que j'étais un suicidaire. Alors on m'a traité de suicidaire, on m'a traité de héros aussi, deux médecins différents. Bon, à vouloir faire quelque chose que je crois. C'était pour moi même presque une motivation de leur démontrer que moi je connaissais mon corps, je savais que je jouais à un niveau performant. Et j'avais presque envie de démontrer que moi je me connaissais mieux qu'ils me connaissaient, mais ce qu'ils me disaient me rendait coupable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais du sport, je me disais est-ce que je ne suis pas en train de bousiller mon greffon? Est-ce que mon rein ne va pas souffrir de l'activité physique que je fais? Bon, je me suis retrouvé à la tête d'une équipe de France aux Jeux mondiaux des transplantés à Singapour en 1989. Et là, ça a été un peu le déclic, c'est-à-dire à l'aéroport de retour, j'ai dit je crée Transform, on a créé l'association, un peu sur le modèle. À l'époque, c'était les Jeux nationaux des transplantés dialysés. C'était le seul métier qu'on se voyait. C'est-à-dire faire un truc comme les Jeux mondiaux, les transplantés, mais les ouvrir dialysés et le faire en France. Et là, on a découvert que, même si on n'est pas encore prouvé que l'activité physique n'est pas délétère pour le greffon, on a découvert très vite que ça faisait du bien à la tête. Que lorsqu'on voyait les sourires, les gars qui finissaient à 100 mètres, qui retrouvaient un peu les muscles, etc., on voyait bien le bienfait énorme. Donc, il fallait encore prouver
que, effectivement, de faire une activité physique n'est pas délétère. Et c'est en 92 qu'on a prouvé qu'il y a eu des premiers articles de biographie médicale qui ont dit non seulement l'activité physique, elle est nécessaire, mais elle est surtout obligatoire. C'est-à-dire que c'est une thérapie auxiliaire et elle n'est pas optionnelle pour les greffés, alors qu'elle pourrait être optionnelle pour une personne lambda. Ils disaient non, l'activité physique, il faut la prescrire. Et là, ça nous a conforté en 92 sur les choix qu'on faisait. Et on sait que aider un patient à se lever précocement, à s'asseoir, à marcher, les apprendre de nouveau à respirer, réapprendre à respirer, ça améliore les résultats. C'était plus abstrait, quoi. C'était concret. Le greffé de cœur, le greffé de foie, c'était des gens qui, chacun dans leur histoire de vie, toutes différentes, avaient fait un chemin comme ça, non seulement de souffrance, mais avec la même volonté sur un terrain de se retrouver héros vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur famille, etc. Donc le sport permettait tout d'un coup de véhiculer une image positive après avoir eu une image finalement d'une personne malade et soumise à son environnement, quoi. Donc voilà, il y a tellement de bénéfices à la pratique sportive. Donc les médias s'en sont emparés. Fin 90, le sport commençait à être prescrit dans toutes les unités de transplantation, de pratique physique. Et puis là, on s'est occupé de qualité de vie au-delà du sport. On a commencé à se préoccuper de retour à l'emploi, de retour à un crédit immobilier, etc. Donc voilà, d'autres pans. Aujourd'hui, on a ces entrées-là, on est dans tous les groupes de travail des sociétés savantes, on intervient dans des conférences mutuelles, on a une activité événementielle stable, et alors après, derrière, on a exploré d'autres activités, on a une transplant football team, on participe régulièrement aux 24 heures du Mans vélo, avec une équipe de greffiers, voilà. Voilà quelques événements un peu rituels comme ça qui nous accompagnent. Voilà, donc aujourd'hui, Transform, après 34 ans, c'est une aventure extraordinaire. Comment prendre soin de son rein quand tout va bien au départ? Comment finalement diminuer aussi au niveau de la demande? Il y a malheureusement des maladies rénales sur lesquelles on ne peut pas grand-chose, qui sont des maladies génétiques. Et puis, il y a des pathologies qui sont aussi issues d'événements médicaux sur lesquels on peut agir. Il faut essayer de faire de la bonne médecine préventive, essayer de traiter l'ensemble des facteurs de risque qui peuvent conduire au développement d'hypertension artérielle, donc combattre la malbouffe, se traiter lorsqu'on se fait découvrir une hypertension artérielle. On ne choisit pas ces maladies. Et la plupart du temps, les patients sont malades du poumon et ne l'ont pas choisi ou n'ont pas... Voilà. Maintenant, il y a des pathologies qui sont induites, qui représentent un gros nombre. Oui, c'est fumer, mais encore une fois, le tabac peut atteindre plusieurs organes et ça peut être un frein à l'accès à la transplantation, donc faire attention. Je dirais, les règles de vie, on les connaît pour vivre plus longtemps et donc se passer de transplantation, pulmonaire ou autre, c'est bouger, faire du sport, manger correctement, ne pas fumer, avoir une vie saine, je dirais, le plus saine possible. C'est avoir une hygiène de vie finalement normale, satisfaisante. La malbouffe, j'en parlais, il y a une épidémie, comme vous le savez, dans les pays occidentaux d'obésité, de surpoids, d'obésité, qui sont des situations médicales qui font le lit du diabète, et ce diabète, il fait le lit lui-même de beaucoup de complications cardiovasculaires, rénales, neurologiques, et donc ce sont des pathologies qui vont avoir un impact très fort sur la vie du patient, en termes de quantité de vie et de qualité de vie lorsque le patient vieillit. Donc tout ça commence par une bonne hygiène de vie initiale et qui vont éventuellement s'opposer à toute cette séquence domino qui va conduire à la fin à devenir vraiment très malade. D'accord. Le message, c'est que chacun d'entre nous peut un jour être malade, chacun d'entre nous aura un jour besoin d'un système de soins fort, efficace, solidaire. Et actuellement, mon rêve, ce serait de retrouver un hôpital public davantage en capacité de répondre à ses besoins. Pour ça, il faut être très vigilant sur le fait de le préserver. Et donc, c'est vraiment j'allais dire, un enjeu pour chacun d'entre nous de maintenir la qualité de ce système de soins. L'enjeu de l'association, c'est de montrer que la greffe, ça marche, par la démonstration de greffés qui pratiquent l'activité physique,
et ensuite de profiter de cette image positive, concrète, pour dire au public, voyez, ça sert à quelque chose, c'est utile. Et c'est parce que c'est utile que j'ose, moi, greffer, vous dire, réfléchissez-y, avant la fatalité, que je ne vous souhaite pas, mais la fatalité qui peut survenir, d'un décès, d'un proche, de vous, mais aussi, pensez que vous pouvez être un jour dans une position à devoir recevoir quelqu'un. Réfléchissez-y. Et le fait de savoir qu'on va tout livrer, ça calme. Parce qu'on sait que de toute manière, jamais on pourra se dire qu'on aurait pu faire mieux en fait, puisqu'on a tout donné. Ok, super inspirant comme fin. Merci beaucoup. Ben merci.